apparemment, ce qu'on a fait n'est pas assez clair. C'est écrit.
probablement pas d'eau à sa surface, et que toute l'eau était évaporée, elle était partie parce qu'il faisait beaucoup trop chaud sur Terre. Et pourtant, elle était dans la zone d'habitabilité. Voilà, alors il y a Francesca qui me fait des grands signes derrière. Alors je vais juste finir quand même, sur, juste pour parler de est-ce qu'on pourrait détecter la vie ailleurs. Alors, je vais revenir à la spectroscopie du coup. Et donc, en fait, dans les années 90, il y a des gens qui ont envoyé une sonde pour aller sur Jupiter. Et donc cette sonde, quand elle est partie, elle s'est retournée, elle a regardé la Terre et elle a fait un spectre de la Terre. Okay, et donc c'est ça, ce spectre de la Terre. Alors c'est un peu compliqué, il y a plein de trucs, il y a plein de bosses et plein de trous. Mais ce qui est important, c'est que ces bosses et ces trous, en fait, elles sont dues à l'absorption de certaines molécules. Alors il y a tout un tas de molécules, il y a de l'eau. Alors là, c'est de l'eau à l'état de vapeur, du méthane, du CO2, du monoxyde d'azote, enfin tout un tas de trucs. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la présence de toutes ces molécules ensemble dans l'atmosphère de la Terre prouve qu'il y a une chimie qui est hors équilibre et qu'il y a donc une activité biologique. En tout cas, on ne sait pas expliquer autrement la présence de toutes ces molécules dans l'atmosphère sans activité biologique. Donc ça veut dire que si nous, on est capable de regarder une exoplanète et de faire son spectre comme ça, de voir ça, on sera capable de voir, d'avoir une preuve très forte de la présence de la vie sur une exoplanète. Donc, je vous ai dit, on connaît déjà 1000 exoplanètes. Je vais juste finir par un chiffre, après promis j'arrête Francesca. Je vais juste finir par un chiffre, il y a 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie et on pense qu'elles ont toutes au moins une planète, ces étoiles. C'est-à-dire qu'il y a 100 milliards de planètes dans notre galaxie. Et dans l'univers, il y a aussi 100 milliards de galaxies. Donc ça veut dire qu'il y a 100 milliards de planètes dans notre univers. Donc je pense que voilà, moi je ne serais pas très surpris que dans quelques années, on montre un spectre, on dit voilà, il y a tout un tas de molécules complexes qui existent et puis une chimie en équilibre et donc peut-être qu'on aura la preuve de... Voilà, merci. Merci beaucoup Olivier. Vous avez des questions? Donc je vais vous donner la parole maintenant pour vos questions. Profitez-en. Un astrophysicien à votre disposition pour enlever tous vos doutes. Messieurs. Il y a quelque chose qui me chiffonne sur l'eau en fait. Oui. J'ai vu un reportage comme quoi il y a des organismes qui vivent dans de l'acide chlorhydrique par exemple, etc. Donc c'est pas forcément de l'eau. Alors, c'est vrai. Alors, il y a des organismes qu'on appelle extrémophiles qui ont cette capacité de vivre dans des environnements extrêmes, comme leur nom l'indique. Et donc, effectivement, c'est possible. Il y a des choses, par exemple, il y a des micro-organismes qu'on a envoyés dans l'espace, puis on les a fait s'écraser sur Terre après traverser l'atmosphère, ils ont survécu. Donc, ces extrémophiles, ils ont effectivement la capacité de survivre dans des conditions vraiment extrêmement difficiles. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, parce qu'on dit, voilà, oui, ils arrivent à survivre, mais c'est qu'ils sont arrivés là. Et comment ils sont arrivés là? Il a fallu un moment dans leur histoire qu'ils évoluent, et cette évolution en général, elle a été permise par la présence de l'eau. Donc effectivement, des organismes ont pu s'adapter, y compris sur Terre, pour aller dans des endroits extrêmement hostiles, mais à un moment, ils ont eu besoin de l'eau pour pouvoir évoluer. D'autres questions? Voilà. Je voudrais savoir pourquoi on ne rend pas habitable la Lune. Parce que des études disent que pour Mars, il faut 100 ans pour créer une atmosphère. Oui. Et qu'on pourrait, avec les techniques actuelles, les tentes isothermes et tout, aller le faire sur la Lune plutôt qu'aller le faire sur Mars. Voilà. Alors, et l'eau, maintenant aussi qu'il y en a, on peut transporter l'eau avec des techniques pour transporter sur la Lune. Donc on pourrait rendre la Lune habitable. Voilà, c'est la question que je vous pose. Alors, rendre la Lune habitable, ça paraît difficile pour plusieurs raisons à mon avis. Déjà, il y en a une qui est assez simple, c'est que la gravité sur la Lune est quand même relativement faible. Et nous, notre corps, il est habitué à une gravité terrestre. Donc un champ de gravité relativement fort par rapport à celui de la Lune. Dans des tentes. Et donc, et du coup sur la Lune, les astronautes quand ils vont sur la Lune, enfin, quand ils allaient sur la Lune à l'époque, quand ils revenaient, il leur fallait un très long temps d'adaptation parce qu'en fait, en absence de gravité ou avec des gravités faibles, vos os ils deviennent beaucoup plus fragiles et donc en fait on n'est pas adapté pour vivre à des gravités faibles. Donc ça serait difficile pour nous d'aller habiter là-bas. Après sur la terraformation de la Lune, c'est-à-dire rendre la Lune habitable, ça paraît difficile, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Ouais.
créer une atmosphère sur la Lune, ça impliquerait de vraiment faire quelque chose de compliqué. Et comme il y a une gravité très faible, en plus, ça rend les choses encore plus compliquées, hein, parce que c'est quand même la gravité qui tient une atmosphère. Donc je pense que c'est extrêmement difficile, et probablement plus difficile que sur Mars, même si c'est plus proche. Oui, mais dans des structures fermées, voilà. Mais si on y met des tentes où il y a l'atmosphère dedans, que les gens vivent comme dans des... Ouais. Voilà, c'est ça, c'est le principe. Voilà. C'est ce qu'on veut faire sur Mars. C'est ça. Ouais. Et y amener des animaux et des plantes et tout, c'est ce qu'on veut faire sur Mars. Ouais, alors mais dans ce cas, il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune, on peut aller dans un vaisseau spatial dans lequel on met des animaux et puis des... Ouais, c'est pas ça. C'est possible aussi. Non, mais c'est pour y vivre, hein, sur Mars. Pour vivre sur Mars. Mais pourquoi aller vivre Sur la Lune plutôt, sur la Lune. Mais pourquoi aller vivre sur un endroit qui est tout mort si on peut finalement habiter dans un vaisseau spatial, c'est pareil. Là, c'est une question de choix. Ouais. D'autres questions? Je crois que ces derniers jours, on a découvert un astéroïde où il y avait de la présence de l'eau. Oui. Pouvez-vous nous expliquer? Alors, c'est un papier qui est sorti aujourd'hui dans Science. Alors, on en a parlé cette semaine parce que les journalistes y sont au courant avant. J'ai pas eu le temps de le lire, donc je ne connais pas les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que, en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est ce qu'on appelle une ceinture exozodiacale. Et donc, c'est en fait, dans le système solaire, à l'extérieur du système solaire, il y a des espèces de, il y a des comètes en fait. Il y a une ceinture qui s'appelle il y a le Kepler, merci. Et donc dans cette ceinture de Kepler, il y a tout un tas d'objets, donc qui sont en particulier d'où viennent les comètes, qui sont formés de glace d'eau. Et donc cette détection, je ne connais pas les détails, mais il me semble que c'est la détection de ce type de ceinture autour d'une autre étoile. Et donc on sait que donc, ces objets-là sont formés en particulier de glace d'eau. Mais il ne me semble pas qu'on ait parlé d'eau liquide. Ils sont forts les journalistes parce qu'ils disent on a trouvé de l'eau, des planètes ou des sortes d'astéroïdes qui contiendraient beaucoup d'eau. Mais en fait c'est de l'eau à l'état sous forme de glace. Et de l'eau sous forme de glace, on sait qu'il y en a partout dans l'univers. Une autre question. Oui. La planète nomade, la communauté Oui. c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'aucun astre n'a capté cette planète qui est déplacée. En fait, c'est dans l'autre sens que ça s'est passé. C'est que probablement, cette planète, à une époque, elle tournait autour d'une étoile, de plusieurs étoiles, on ne sait pas. Et elle a dû être éjectée, en fait, de son orbite. Et donc et donc quitter son étoile parente, en fait. Et donc elle a été éjectée par une sorte de fronde gravitationnelle. C'est pas impossible, la probabilité est très faible, mais c'est le genre de choses qui arrivent. Par exemple, on pense que dans le système solaire, il y a des satellites de certaines planètes qui ont été captés, qui sont des objets qui viennent donc au-delà de Neptune, qui viennent de cette ceinture, et qui ont été ensuite captés gravitationnellement qui passaient par là, et puis ils ont été captés, donc ils se retrouvent à tourner autour d'une planète. Donc c'est pas complètement impossible, mais je pense que la probabilité est très très faible. Merci. Une autre question? Oui, par rapport un petit peu, en revenant un petit peu en arrière, quand vous avez démontré comment on pouvait, avec la spectroscopie, déterminer avec l'oscillation d'une étoile la présence à côté d'une planète. Oui. Mais il y a un petit point. S'il y a deux planètes qui tournent de façon symétrique, elle n'oscille pas. Ouais. Et donc, vous avez dit qu'à côté de chaque étoile, il y a une planète, mais il peut y avoir, s'il y a deux planètes, on ne saura jamais que. Alors, effectivement, en fait, en général, la probabilité pour qu'il y ait donc une étoile avec autour deux planètes qui aient exactement la même orbite, c'est-à-dire exactement la même masse aussi, hein, pour qu'ils aient la même orbite, qui soit en rotation comme ça anti-synchrone, ça c'est impossible, d'accord. Par contre, vous avez raison. Là où vous avez raison, c'est que la plupart on pense que donc les étoiles, elles ont plusieurs planètes, d'accord. Donc elles ont plusieurs planètes qui vont tourner autour, avec des masses différentes et des orbites différentes. Donc si vous avez une planète très proche, ça veut dire que ça va impliquer sur l'étoile une oscillation rapide. Alors que si vous avez une planète qui est très loin,
elle va mettre beaucoup plus de temps à tourner autour de l'étoile, et donc vous allez avoir une oscillation qui est beaucoup plus lente, d'accord? Quand vous allez observer les variations de vitesse de votre étoile, vous allez voir superposer deux oscillations, une rapide et une lente. Et donc si vous observez suffisamment longtemps, vous allez pouvoir démélanger ces deux oscillations. Et ça, les gens arrivent à le faire. On arrive en faisant de la spectroscopie d'étoiles pour identifier des exoplanètes, on arrive à voir les différentes planètes qui sont autour. Ouais, on arrive à séparer en fait. Pas facile, mais on y arrive. Ok, deuxième question, quand on dit présence d'eau nécessaire à la vie. Oui. Et ça, c'est par rapport à notre vécu. Tout à fait. Oui, c'est une vision. Et parce qu'on ne peut pas imaginer, qu'on n'est pas capable, qu'on a la flemme d'imaginer peut-être autre chose. Alors, ouais, mais vous avez raison. Donc c'est une vision anthropocentrique, ça veut dire on se base sur ce qu'on connaît pour essayer de trouver des choses qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est un biais. Mais en même temps, on est bien obligé de commencer par quelque chose. Et donc on fait ça parce que on pense que si on veut maximiser nos chances de trouver quelque chose, on va essayer de regarder des environnements qui ressemblent à ce qu'on connaît. On va essayer de les trouver pour voir si on peut y trouver de la vie. Il pourrait y avoir d'autres types de solvants, peut-être pas aussi efficaces que l'eau. Oui, c'est possible. Mais le problème, c'est que si on veut... Après, on ne sait pas. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, il y a des gens qui travaillaient sur une vie qui n'est pas basée à base de carbone, mais qui est basée à base de silicium. Il y a des choses comme ça. Et donc, je suis d'accord, il y a tout un champ qui est possible, mais en même temps, on ne le connaît pas. Donc, c'est très difficile pour nous, astrophysiciens en plus, parce que là, c'est plus de la biologie. C'est très difficile pour nous de partir de choses qu'on ne connaît pas pour observer des endroits qu'on ne connaît pas encore. J'ai entendu dire que c'était Jupiter qui servait de masse à tout le système solaire. Donc la Terre existe, en fait, telle qu'elle est, parce qu'il y a Jupiter. Alors, la majorité de donc la masse... la vie existe parce qu'il y a Jupiter aussi. Ah oui, d'accord. Alors, sinon, pour revenir au début de votre question, donc la majorité de la masse du système solaire, elle est quand même contenue dans le Soleil. Après, la planète la plus massive du système solaire, c'est Jupiter, effectivement. Et donc, alors effectivement, tout ça c'est un équilibre, c'est-à-dire que toutes les planètes elles ont des orbites, mais elles s'influencent les unes les autres également. Et donc, si la Terre a la position à laquelle elle est aujourd'hui, c'est y compris grâce à Jupiter. Et puis en plus, on ne connaît pas très bien l'histoire de l'évolution du système solaire, mais on pense qu'il y a eu des échanges entre les orbites, qu'il y en a qui sont passés à l'extérieur, d'autres à l'intérieur, qu'il y a eu des échanges. Donc effectivement, oui, toutes les planètes ont joué un rôle dans le fait que toutes les planètes du système solaire ont joué un rôle dans le fait qu'il y ait de la vie sur Terre aujourd'hui. Et si on raisonne comme ça, en fait, il y a une quantité immense de paramètres qui font que la vie a pu apparaître sur Terre. Jupiter, c'est une des raisons, mais la Lune, par exemple, s'il n'y avait pas la Lune, on n'aurait pas les mêmes conditions sur Terre, et peut-être que la vie ne serait jamais apparue. D'autres questions? Donc moi j'en ai une. Donc en ce moment, quels sont les candidats plus, comment on dit, favorables, oui, par rapport aux observations que vous avez faites jusqu'à aujourd'hui, pour dire probablement là-bas il pourrait y avoir de la vie? Pour l'instant, les choses les plus favorables, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est les exoplanètes qui sont dans ces fameuses zones d'habitabilité, c'est-à-dire ces planètes qui sont suffisamment proches et éloignées de leurs étoiles pour que l'eau puisse potentiellement exister à l'état liquide. Mais c'est tout ce qu'on a. Et bon, c'est pas grand-chose, c'est très, très potentiel, quoi. On n'a aucune preuve pour l'instant certaine de la présence d'eau liquide sur une autre planète autour d'une autre étoile, par exemple. Ça, on n'a pas de preuve pour l'instant. Dans notre système solaire, non plus d'autres satellites Alors, si dans notre système solaire, il y a, donc je parlais d'Encelade, il y a d'autres satellites autour d'étoiles, de planètes du système solaire, donc en particulier Jupiter et Saturne, où il y a, on pense, de l'eau liquide. Il y a des gens qui pensent aussi que sur Titan, potentiellement, il pourrait y avoir de la vie. Et puis il y a, il me semble sur Ganymède aussi, qu'on pense qu'il y a éventuellement de l'eau à l'état liquide. Donc il y a un certain nombre d'environnements où on pense qu'il y a de l'eau liquide, mais on n'en est pas sûr. L'exemple le plus frappant, c'est celui que j'ai montré, c'est celui d'Encelade, où là, quand même, il y a, a priori, on est assez convaincu qu'il y a quand même de l'eau liquide. Ouais. Merci. Merci, Francisca. D'autres questions? Je vous propose alors de remercier beaucoup Olivier Bernet pour avoir été avec nous cet après-midi et pour son intervention brillante. Bravo.
Je vous invite à nous retrouver demain, ça sera nos derniers colporteurs de l'année. Waka waka, hey, hey, waka waka, okay, hey. No waka waka.